écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 242e épisode le 15 septembre 2021. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve, et je dois dire que c'est toujours un immense plaisir dans cet épisode, un évangéliste du web, du cloud, de la marque Apple, mais aussi ambassadeur de cette belle province de Québec. C'est Matt, alias Prof du Web. Salut Matt, comment vas-tu ? Grand plaisir d'être avec toi encore pour ce topic keynote là, dont on va parler ensemble. Ouais, on prend toujours un petit peu de temps, quelques heures pour digérer ces conférences et puis se faire plaisir, en reparler. Et une fois de plus, nous sommes trois, mais ce n'est pas Léo Duff qui nous accompagne dans cet épisode. J'ai l'immense plaisir d'accueillir également, et pour la première fois dans Tech Café, celui dont les capacités d'animation et de présentation m'ont, je dois le confesser, toujours beaucoup inspiré, que j'ai suivi depuis des années pour sa qualité de contenu, sa régularité, et qui prouve que le monde du podcast est rempli de personnes très accessibles. C'est Olivier Frigara de l'émission On refait le Mac. Salut Olivier. Salut Guillaume, je viens de prendre un coup de vieux là. Salut. Oh non, il faut pas. Je suis moi-même pas tout jeune, enfin. Ça fait d'ailleurs plus d'1 an et demi qu'on avait évoqué ton passage, Olivier, à travers messages privés interposés. On était en plein confinement au début. Voilà, on n'est jamais trop tard. Merci de te joindre à nous en tout cas. Avec grand plaisir. On a un avis Apple Podcast avant de nous lancer dans les news de cet épisode. Évidemment, donc on va parler, vous l'avez compris, de la conférence Apple et peut-être d'autres news plus généralistes si on a un petit peu de temps. Mais donc un avis Apple Podcast de Moemasp qui a donc mis 5 étoiles en disant « Merci Guillaume et Guillaume », donc clin d'œil à Guillaume Poggiaspala bien sûr, pour ce podcast qui ne se contente pas de reprendre les communications de presse. On ne peut pas être d'accord avec certaines prises de position, mais justement, cela permet de découvrir d'autres angles de vue. Merci et bonnes vacances bien méritées. Alors oui, son avis datait d'il y a quelques semaines maintenant, mais ça fait grand plaisir de relayer ce type de message, forcément. Eh ben écoute, je suis bien d'accord, si on soulève des positions qui tendent à faire réfléchir et qui ne mettent pas tout le monde d'accord, après tout, c'est tant mieux. Merci infiniment, tout particulièrement à Alexandre Benoît et Lionel Erscovici, à qui cette émission est spécialement dédiée. Ils ont été sur patreon.com/techcafé. Ils ont pris connaissance de la manière dont ils pouvaient nous soutenir et assurer la longévité de Tech Café. Et puis ils nous aident ainsi, semaine après semaine, à préparer votre émission. C'est grâce à ces soutiens que je pourrais normalement, je croise les doigts, enregistrer dans quelques jours dans mon tout nouveau studio. Et puis c'est gagnant-gagnant. En soutenant Tech Café, ils profitent du flux secret du podcast qui leur permet d'écouter les épisodes sans la pub. Merci beaucoup à vous. Sans autre forme de procès, on va donc parler de cette conférence Apple. C'est toujours compliqué maintenant de les appeler comme étant les présenter comme étant des conférences, parce qu'il s'agit plutôt de diffusion de vidéos qui sont parfaitement bien montées. On souligne à chaque fois la qualité de réalisation des vidéos Apple. Et peut-être déjà un petit mot sur l'aspect global et sur l'aspect de la présentation de cette rentrée 2021. Allez, Olivier, honneur à toi. Est-ce que tu peux nous dire, allez, en quelques mots, ce que tu retiens de marquant de cette conférence et puis comment tu as perçu cette nouvelle édition de cette série maintenant, hein. C'est une nouvelle saison qui commence d'une série qu'on connaît bien maintenant. Oui, c'est un feuilleton qui se déroule un peu de la même manière chaque année. Ouais, c'est vrai que pour rebondir sur ce que je te disais, ouais, on a un peu été déçus. Et puis, c'est surtout le flot de rumeurs qu'il y a eu cette année qui n'était pas non plus extraordinaire en termes de prédictions, qui sont pour la plupart pas mal planté, mais ça c'est plutôt sympathique. Oui, plaisir. C'est vrai, c'est peut-être l'enseignement, moi c'est vrai que ce qui m'a marqué, notamment que tu évoques les rumeurs, c'est ce design d'Apple Watch que je redoutais par certains aspects. L'illustrateur 3D qui a sorti ça, il doit bien se marrer. effectivement, puisque ça s'est avéré être absolument pas alors, le design. Les gens d'Apple sont très contents d'avoir le design de la prochaine Apple. Oui, effectivement, ils ont peut-être eu un design offert, va savoir. On va en reparler tout à l'heure quand on va parler de l'Apple Watch. Matt. Ça y est, le petit monstre est remonté et sa maman avec. Voilà. Mais je lui fais entièrement confiance. On va le laisser se reposer. Et il y a école demain, après tout, c'est l'heure. Matt, qu'as-tu pensé de cette nouvelle épisode, de ce nouvel épisode de cette série? Et est-ce qu'il y a des choses, toi aussi, qui t'ont marqué? Ce qui m'a marqué, oui, il y a des choses qui m'ont marqué dans cette conférence-là. Évidemment, t'as raison, de le dire, c'est plus une conférence, c'est une infopub d'une heure et demie sur Apple et qu'on regarde allègrement. Et pourtant, on paye des abonnements pour éviter les pubs sur YouTube, mais on se plaît à rester 1h30 en arrière pour regarder ça parce qu'on est des geeks un peu. Oui, la grosse chose, puis tu sais,
j'en ai parlé avec plusieurs personnes dans des groupes de discussion. On s'attendait à beaucoup de choses, et puis cette année, on dirait que les gens étaient un petit peu déçus, mais c'est parce qu'il y a beaucoup trop de rumeurs, parce qu'on écoute beaucoup trop ces choses-là, et on devrait se fier à des médias moins fervents de ces rumeurs-là pour pas se créer des attentes. Fait que je pense qu'on s'est créé beaucoup d'attentes pour certains, et certains sont déçus par rapport à ça. L'Apple Watch, j'ai l'impression qu'il y a des raisons qui sont pas juste le fait que c'était pas le bon design et puis que c'était pas Apple. Il y a des raisons qui sous-tendent ça. Mais oui, globalement, je dirais, moi j'ai été agréablement surpris, et finalement dans une conférence où on parlait d'objets, moi ce que j'ai retenu un petit peu plus, c'est des services. Alors on en reparlera un petit peu tantôt, mais c'est plus des services qui ont attiré mon attention cette année. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être aussi un petit peu moins le matériel étape après étape qui nous marque dans les présentations Apple. Alors, justement, tu parles des services. Ils ont attaqué par le service de streaming en vidéo Apple TV+. Tu as noté, Matt, sauf erreur, dans le conducteur de notre épisode, qui a renouvelé après la gratuité. Tu voulais parler un petit peu de justement de la place qu'occupe le service de streaming Apple. Oui, en fait, c'est toujours intéressant de voir ça parce que il y a une stratégie Apple d'avoir un abonnement gratuit. Au début, ça a été 6 mois, je pense, au début, puis maintenant c'est 1 mois. Lorsqu'on achète un appareil Apple, tout dépendant des pays, je pense, il y a peut-être des différences, mais en tous les cas, il y a eu une gratuité. Et j'étais curieux de savoir, parmi les auditeurs, peut-être nous répondre dans les commentaires de cette émission-là, qui a renouvelé, parce que sur certains forums, sur certains groupes, on était à 30%, 40% des gens qui ont renouvelé. Pour exemple, le service d'Apple TV+, qui a lancé le bal, je pense, dans la conférence. Et je trouve ça toujours intéressant parce que c'est pas le catalogue le mieux garni, fourni quand on compare à Netflix, à Prime, à Crave, mais c'est quand même très qualitatif et j'étais curieux de voir. Puis il y avait du lourd dans les annonces, ce qu'ils ont montré. Il y avait des bonnes séries. Alors, toi, Guillaume, est-ce que tu as renouvelé Apple TV+? C'est marrant parce que en fait non, je l'ai pas explicitement renouvelé, mais c'est tombé au moment où je me suis équipé d'un nouvel iPad et donc j'ai profité du renouvellement. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire parce que moi je confesse que j'ai plus du tout de temps en ce moment pour regarder toutes ces vidéos. Mais si je dois faire un éventail, c'est marrant parce que Netflix reste l'incontournable quand on a des enfants. Je peux vous regarder tous les deux et je suis à peu près certain que Netflix est utilisé dans votre maison pour regarder Pat' Patrouille et leurs acolytes et en même temps c'est vrai que si je devais me tourner vers un service sur lequel je trouve que les contenus sont plutôt qualifiés et sur lesquels je perds pas du temps à aller fouiller dans les méandres pour trouver ce qui me plaît, Apple TV+, ça marche plutôt bien. À chaque fois que je lance un truc, ça me plaît. Olivier, je me tourne vers toi, plus vers, s'il y en a, le consommateur que le journaliste. Est-ce que tu es un fervent utilisateur des services de streaming? Et auquel cas, quelle place a le service Apple TV+, dans cet écosystème pour toi? Il y a des petites madeleines au sein de l'écosystème Apple. Voilà, il y a quelques séries qui sortent du lot auxquelles j'ai accroché. Dans la première était The Tonight Show et j'attends véritablement The Morning Show, pardon. The Morning Show, c'est sur NBC avec Jennifer Aniston notamment. Dans la deuxième saison, on va pas tarder. Donc il y a des petites pépites et des petites madeleines, mais on peut pas vraiment parler de catalogue. Tu parlais des enfants tout à l'heure. Moi, mes enfants, depuis qu'ils ont découvert Disney+, voilà, c'est réglé, c'est plié. Il y a même plus Netflix. C'est avec le catalogue Disney derrière, plus Pixar, sans parler de la guerre de Star Wars et la guerre des étoiles, c'est plié, c'est mort. Donc on sent qu'Apple met beaucoup d'argent, quelques milliards de dollars. Bon, ça reste quand même une somme bien moindre de ce que peut mettre un Disney, dont c'est le cœur de métier, ou un Netflix. Mais on sent qu'ils payent pour voir et qu'ils ne veulent pas racheter de studios comme ça semble être la règle, pour avoir un catalogue et faire en sorte qu'on rende captif ses utilisateurs. En fait, on commence par une série, puis on enchaîne sur une autre, un film, un long métrage, une émission de télé. C'est la stratégie Disney, c'est la stratégie de toutes les plateformes, d'Amazon aussi notamment. On a vu que la Metro-Goldwyn-Mayer a été rachetée également, c'est vraiment du même type. Aujourd'hui, moi je suis abonné à Apple TV+, parce que j'ai pris l'offre Apple One, tu sais, l'offre globale, qui est quand même assez intéressante parce que l'offre de cloud d'Apple est quand même assez chère.
Donc il y a Apple Music, il y a Apple One, maintenant il y a même Fitness, je crois, offert, mais on va voir ça. Ça va arriver cet automne, effectivement. Ouais, je vais peut-être enfin pouvoir me remettre au sport. Faut pas désespérer. Donc voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, j'avais très peur que quand on connaît les conditions d'Apple par rapport à la violence, par rapport au sexe, par rapport à certaines déclarations. Donc en termes de gestion de l'App Store, c'est un petit peu lourd que ça soit un peu lisse, Apple TV+. Et quand on voit le Morning Show, quand on voit d'autres séries. Ouais, c'est ça. Le film Palmer, par exemple, quand on voit Ted Lasso, quand on voit Bienvenue à Shmigadoon, Bienvenue à Shmigadoon, c'est sûr que non, on a plus ces craintes-là, en fait. Voilà, donc ça reste quand même assez. Voilà, il y a une liberté éditoriale apparemment totale. Maintenant qu'Apple s'intéresse aux médias, moi, en tant que journaliste, et me donne des moyens de création, ça me va. Mais on sent que tu parlais de stratégie, je sais pas véritablement s'il y a une stratégie. Ils se positionnent, ils mettent en place des pions et puis ils verront bien. Ils ont une telle capacité, une force de frappe financière, un tel écosystème qui peuvent se permettre de miser et de voir. Hein. Ils auraient pu acheter il y a des années Netflix, ça leur aurait rien coûté, ils l'ont pas fait. Voilà, ils veulent eux-mêmes lancer leur service et puis après dérouler leur rouleau compresseur comme ils ont pu le faire avec Apple Music face à Spotify. Et ce qui est assez rigolo en fait dans ce que tu témoignes, et c'est assez régulièrement qu'on me parle effectivement de Disney+ pour les enfants, et je me rends compte à quel point de mon côté ils sont. Bon, je les accompagne très mal et puis mes enfants sont peut-être plus stupides que la moyenne. J'ai la naïveté de penser que c'est pas le cas, mais va savoir. Mais ils sont encore très victimes. Tu peux dire ça à tes enfants. Ben oui. Ils m'entendent pas, ils m'écouteront jamais, pensez-vous. Mais mais ils sont encore très victimes du bouton Netflix qui est intégré à la télécommande. Et ce bouton, il me montre à quel point pour une frange de la population très jeune effectivement, le fait d'avoir tes contenus habituels et le bouton blanc et rouge sur la télécommande de la famille qui est très identifiable, c'est une puissance et une force de frappe de dingue. Et je pense qu'Apple, dans leur démarche de proposer du contenu lié à un écosystème, lié à une expérience utilisateur, il y a cette même volonté de profiter de ces usages dans lesquels on s'habitue. Est-ce que ça durera suffisamment longtemps pour tenir le choc sur le long terme face aux autres ? On verra, on en reparlera. En attendant, il y a un appareil sur lequel on regarde beaucoup de séries, que ce soit Netflix, que ce soit Apple TV+, ou tous les autres contenus. C'est l'iPad et c'est le premier volet matériel de cette conférence qui a été abordé, l'iPad. Petite surprise peut-être, d'aucuns suggéraient que ça pourrait être une conférence à part entière qui pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Ils nous ont donc annoncé des iPads avec au passage une croissance de 40% pour l'iPad. J'ai été vraiment très impressionné de ce chiffre de croissance. Il faudrait peut-être qu'on revoie en détail ce qui se cache derrière. Une cible assez directe autour des Chromebooks forcément, et en tout cas avec une proposition de nouveau matériel, donc la mise à jour de l'iPad, le New iPad, donc l'entrée de base, enfin l'iPad de base, d'entrée de gamme, celui que vous avez l'habitude de voir avant le Air et avant le Pro, donc dans sa nouvelle version à 389 € pour 64 Go, avec une version éducation qui je pense n'est pas disponible en dehors des États-Unis sauf erreur pour $299, est proposé avec l'A13 Bionic, donc la puce, avec un gain de vitesse de 20% par rapport au présent iPad, super. Toujours leur fichu connecteur Lightning dont on n'arrivera, je pense, désormais plus à se débarrasser chez Apple. On ronge notre frein année après année, je pense. Quand même 3 fois plus rapide que les Chromebooks, tenez-vous pour dit que ça va beaucoup plus vite, même si on peut se poser la question par rapport à quel Chromebook qui compare, mais bon, bien meilleur en photo. On rentre pas forcément dans tous les détails de ce qui est amélioré en photo, mais sachez qui prend des meilleures photos pour ceux qui prennent des photos avec leur iPad. Center Stage, donc ça c'est la fonctionnalité qui avait été présentée avec les derniers iPad Pro, qui permet alors de faire des visios, mais en gros c'est la webcam qui recadre pour que vous soyez toujours bien cadré par rapport à votre image. Vous pouvez circuler autour de votre iPad et des personnes qui peuvent rentrer dans le champ, sortir, bref, votre iPad est le meilleur cadreur pour vos visios. Et puis pour terminer le tour des iPads et avant de vous faire réagir messieurs, le New iPad Mini, roulement de tambour, et il était très attendu
de la part de pas mal de monde en fait. $559 avec un design, je dirais, à la iPad Pro. Bon, ce design qu'on commence à voir maintenant bien intégré avec les bords un peu carrés, une version pourpre et une version gold, donc il y en a pour tous les goûts. Là aussi, Center Stage, on sent que c'est une fonctionnalité qui soit marque les esprits, soit est très appréciée, en tout cas elle se déploie. 40% plus rapide que le précédent iPad. Il n'y avait pas forcément de mal parce que le précédent iPad datait un petit peu, les mauvaises langues diront. 5G, une taille d'écran de 8,3 pouces, donc une belle occupation de la surface de l'appareil. Pour le coup, c'est un appareil qui est USB-C, youpi, qui fonctionne avec Touch ID, avec le bouton sur la tranche, comme l'iPad Air que vous connaissez probablement, et qui est surtout compatible avec le Pencil 2 qui s'aimante et qui se recharge sur le côté. Matt, je connais ton amour pour les iPads. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qu'il te marque à ces annonces de nouveaux iPads? Plein de trucs. OK, on va y aller avec ton ordre d'iPad. Ah, tu fais comme tu veux. Hein, iPad normal. Ouais. Pour l'éducation, nous, on l'a au Canada à ces prix-là. En tout cas, on les a eu pendant la pandémie. Peut-être qu'ils vont changer leur fusil d'épaule au Canada, mais au Canada, on a eu ça pour à ce prix-là. Évidemment, la critique, elle est dirigée sur Chromebook à plusieurs reprises dans la conférence. C'est assez simple. Ici, en tous les cas, en Amérique du Nord, et puis je vais parler pour la province du Québec, c'est les deux appareils que dans les écoles on utilise, iPad et Chromebook. Majoritairement dans ma région, pour ce que j'en connais et pour les informations que j'ai eues, c'est Chromebook. Alors c'est un peu normal qu'on se dirige vers ça parce que c'est l'entrée de gamme, c'est le produit d'appel, je dirais. C'est le produit qui va bien. Center Stage, d'avoir la Center Stage, c'est quoi? C'est dans le fond d'avoir la caméra qui va vous suivre quand vous vous déplacez. Ben, c'est pas normal quand on a des enfants qui font du télé-école, qui font de l'école à distance et puis qui bougent tout le temps. Ben, le professeur, il va dire, ah ouais, c'est quand même beaucoup mieux faire les visioconférences avec les enfants avec un iPad qu'un Chromebook. Alors peut-être que c'est une raison pour laquelle on l'a. Évidemment, coup de cœur, moi c'est ma vedette. Hein. La conférence sur les iPhones, ma vedette, c'est un iPad mini. C'est quand même assez fou. L'iPad mini, il est juste magnifique. Il est magnifique. Là, c'est une grosse claque aux rumeurs en passant parce que l'iPad devait aussi avoir le format un peu carré du iPad Pro qui est arrivé sur l'iPad Air. Ben non, c'est le vieux format, c'est le vieux gabarit, mais l'iPad mini, il l'a. Et l'iPad mini, ce qui est très, très drôle, c'est qu'il est pas mini pour le prix. Hein? Il est quand même assez mini sur le format, mais pas pour le prix parce que il renferme beaucoup de technologies, dont l'USB-C, alors dont le Touch ID. Et quand on voit la cinématique qu'ils ont fait, en fait la publicité vidéo filmée qu'ils ont fait d'iPad mini dans la conférence, on voit très bien à qui ils dirigent l'iPad mini, essentiellement à des professionnels. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup d'iPad mini dans les restaurants, on en voit beaucoup dans des professionnels au niveau du bâtiment, au niveau de la santé. Ici au Canada, des iPad mini, c'est quand même l'appareil qui donne une belle dimension d'écran sans être encombrant comme un iPad. Alors, tu sais, la publicité était dirigée vers ça. Mais c'est pas parce que c'est dirigé vers ça que vous pouvez pas l'acheter. Je trouve ça intéressant. Maintenant, est-ce que quand on a un Pro Max, on est intéressé vers un iPad mini? C'est la question. Mais l'iPad mini devrait s'appeler l'iPad Mimi parce qu'il est vraiment, vraiment chouette et très, très mignon. Alors justement, on va regarder un petit peu ce que tu en penses, toi, Olivier, quel regard tu portes sur des iPads, mais j'ai presque envie aussi de t'introduire une question pic au vif sur l'iPad. Est-ce que finalement, quand tu as vu la présentation de l'iPad mini, tu t'es pas dit ça ferait quand même un super appareil qu'on pourrait replier et qui remplacerait bien peut-être beaucoup d'usages d'un iPad au quotidien et qui remplacerait peut-être même un smartphone. On pourrait regarder ce que fait maintenant Samsung en matière de smartphone pliant. Est-ce que ça t'est passé à l'esprit? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit quand t'as vu cet iPad mini, Olivier? Non, c'est vrai que c'est amusant parce que hier, lorsqu'on faisait hier au moment du live de l'Apple Event et qu'on était en direct pour On refait le Mac avec l'équipe, on avait préparé durant la pré-keynote un petit sujet autour des nouveautés de Samsung, le Flip 3 et le Galaxy Fold 3 également, qu'on avait en plateau. Et c'est vrai que c'est des produits qui sont très désirables pour le geek que je suis en termes de concept. En termes d'usage, j'ai pas assez de recul. Et puis moi, je suis un peu épidermique à Android, donc j'ai un peu de mal. Mais en termes de qualité de fabrication et de qualité d'écran, ça donne envie.
Donc effectivement, le fait qu'Apple ait sorti l'iPad mini maintenant et le lance au moment d'une conférence plutôt destinée avec l'iPhone, on peut légitimement se poser la question de se dire si ces produits-là n'est pas plus un concurrent du Fold, effectivement, et que voilà, c'est une manière de répondre à Samsung. Maintenant, on se posait la question, tu sais qu'on aime bien débattre dans l'émission, on n'est pas tous d'accord. Bien sûr. Sur pourquoi Apple n'innove plus autant que Samsung. Ça fait des années que au sein de l'émission, chacun a ses positions et notamment sur la nécessité d'investir dans des domaines bien précis. Donc Tim Cook et même de Steve Jobs, ils ont fait le choix d'investir massivement et positionner Apple sur le marché du silicone, du marché des puces. Et on voit le résultat aujourd'hui avec la puce M1, la puce A15 qu'on retrouve dans l'iPhone ou la 14. Dans l'iPad, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est vrai que quand on a vu arriver les écrans pliables, et avant déjà les écrans OLED, qui étaient une spécificité de Samsung, il faut bien le rappeler à l'époque, Samsung avait une valeur ajoutée parce qu'ils produisaient eux-mêmes leur écran, ce qui n'est pas le cas d'Apple. Et on se disait, lors des différentes émissions qu'on a pu faire, pourquoi Apple n'investit pas, ne rachète pas un fabricant de dalles et se réserve sa production de dalles. Quand on vend 50, 60, 70 millions d'iPhone par trimestre, je crois qu'on a largement de quoi écouler la production, surtout qu'à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens, Sharp, le fabricant iconique japonais de dalles, avait les pires difficultés financières et on se disait que ce serait une bonne chose qu'Apple les rachète. Puis, finalement, ça c'est pas arrivé. Et puis finalement, l'OLED est arrivé chez Apple avec retard, avec 2-3 ans, avec l'iPhone 10. Et puis, 1 ou 2 ans plus tard, Samsung dégaine les écrans pliables, qui étaient certes perfectibles, mais qui ont une vraie valeur ajoutée. On le voit dans les usages. On verra si c'est véritablement le cas. Mais en termes d'effet wow, c'est clair qu'il est là. Maintenant, on pourrait se dire pourquoi Apple n'y va pas. Apple n'y va pas parce qu'il n'y a pas les écrans. Qui produit les écrans aujourd'hui? C'est Samsung. Est-ce que Samsung s'est réalisé à sa production? Qu'est-ce qui fait la force d'Apple aujourd'hui par rapport à la concurrence quand ils sortent un produit? C'est qu'ils noient le marché. C'est-à-dire qu'ils ont l'exclusivité de la production des puces, des GPU. Ça fait que les produits arrivent à des millions d'exemplaires. T'imagines, l'iPhone, là, il va être disponible dès vendredi prochain. C'est au niveau mondial, c'est un truc de dingue, quoi. Il y a encore 10 ans, c'était inimaginable. Donc ils arrivent à carrément à sécher le marché des composants, de la mémoire, et ça devient un acteur tellement incontournable. C'est ça la force d'Apple, c'est la logistique. Par contre, sur le marché des écrans, ils ont pas la main, parce que le maître du jeu, c'est les Chinois d'un côté, les Japonais de l'autre, les Coréens de l'autre, que ce soit LG ou Samsung. Et là, Samsung aujourd'hui soit se garde sa production pour lui, comme il le faisait du temps des écrans OLED qui sont d'abord arrivés sur le Galaxy en son temps, avec les fameuses bordures, etc. affinées. Et puis d'ici 1 ou 2 ans, ils auront une capacité de production et un savoir-faire qui sera suffisant pour inonder le marché. Tu verras qu'Apple va s'y mettre, à moins qu'Apple effectivement choisissent d'investir dans un fabricant de dalles s'ils considèrent que effectivement c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui et que pour se différencier du marché il faut maîtriser cet outil-là. Alors c'est pas forcément le racheter, mais c'est racheter une ligne de production simplement, se la réserver. Aujourd'hui ils le font pas. Voilà. Moi je suis persuadé qu'Apple s'il y a un engouement, il ira vers ce marché-là. Il y a déjà des prototypes, certainement à Cupertino, qui testent le système. Mais il faut que la capacité de production suive. Elle n'est pas là. Aujourd'hui, il n'y a pas. Samsung peut pas à la fois se fournir et fournir 50 millions d'exemplaires à Apple. C'est juste impossible. Ils peuvent pas fournir, c'est probablement une explication parfaitement effectivement valable. L'autre effectivement remarque qu'on peut se faire, c'est qu'Apple a quand même l'habitude de se faire prouver par les ventes des autres que un usage est confirmé. Et évidemment, pour l'instant, on n'y est pas encore, en tout cas. Mais bon, un très très bel appareil, cet iPad mini, qui en fera craquer plus d'un et probablement exploser encore des comptes en banque. Tant pis ou tant mieux, allez savoir.
Un autre produit qui là va te contredire, Olivier, dans la capacité de logistique d'Apple, mais je suis sûr qu'on aura matière à en dire, c'est l'Apple Watch, parce qu'on avait eu déjà des rumeurs qui indiquaient que, voire des informations plutôt concordantes, qui indiquaient que les lignes de production de l'Apple Watch étaient suspendues et qu'il y avait du retard dans la production. Alors, est-ce que c'est directement lié ou pas? Je ne sais pas, mais on n'a pas de date pour cette Apple Watch. C'est un peu la surprise. On a une Apple Watch qui va arriver d'ici la fin de l'année, sur laquelle on a dit en intro tout à l'heure. Cet automne, voilà. D'ici, c'est cet automne. C'est jusqu'au 21 décembre, l'automne. C'est large. On a encore le temps avant de dépasser les limites. Mais en tout cas, on espérait peut-être avoir une Apple Watch nouvelle version plus tôt. Et peut-être certains étaient intéressés, notamment par le design qui circulait énormément sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de discussion, autour des produits tech. Il y avait évidemment cette iconique Apple Watch dessinée avec des angles carrés, mais qui n'a pas vu le jour. Alors moi je suis ravi parce que je l'aimais pas trop ce design, et je trouve que cette optimisation du design de la 6 est quand même très sympa, mais c'est les histoires des goûts et des couleurs, on va en parler. Alors de quoi s'agit-il? En tout cas, c'est de la série 7 qui est constituée du même processeur que la série 6, donc ils ont pas du tout détaillé un nouveau processeur, mais on sait qu'ils ont l'habitude de réutiliser le processeur d'une génération sur l'autre, que ce soit pour l'Apple Watch 1 et 2, la série 4 et série 5. L'écran est propose grosso modo une surface d'affichage de 20% de plus que la génération précédente, avec des bordures plus fines. Surtout, un point qui est à mon avis hyper important et sur lequel on insiste peut-être pas assez, c'est la capacité à se recharger plus vite. On a juste 45 minutes pour aller de 0% à 80% de batterie, et 8 minutes pour 8 heures de tracking de sommeil. C'est vrai que c'était une critique qui était faite assez régulièrement pour l'Apple Watch, qui pourrait pourquoi pas servir d'appareil de suivi de sommeil, mais évidemment avec sa batterie limitée, il faut bien la recharger un jour, ou en tout cas un moment dans la journée, et ça rendait compliqué cette fonctionnalité. Rassurez-vous, si vous aviez des collections, et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à en avoir, des collections complètes de bracelets, vous allez pouvoir les conserver et les utiliser avec l'Apple Watch Series 7. On a donc une ligne de Apple Watch pour l'instant qui se compose de la Series 3, de la SE et de la série 6, en attendant d'être remplacée par la série 7. Olivier, cette Apple Watch, est-ce que c'était un petit peu la star ou la cerise sur le gâteau de cette présentation pour toi? C'était la mauvaise surprise, moi, je dirais plutôt. Parce qu'effectivement, on s'attendait à un changement de design, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, je dirais la philosophie de l'Apple Watch depuis son introduction, la série 0, qui était presque une pré-série, tellement elle était lente et tellement elle tenait pas la charge. C'est une version alpha, c'est même pas une version bêta. Je la garde comme vestige à côté de moi. Encore. Oui, bien sûr. Mais voilà, le design a très peu évolué, le design global. Et pour en avoir discuté avec des responsables du design d'Apple, la volonté, c'est vraiment de reprendre les codes de l'industrie de l'horlogerie. Et quand tu achètes une montre, je dirais de marque, pas forcément une grande marque, mais une montre qui a un style et qui est connu sur le marché de l'horlogerie, le design il bouge pas. Une Submariner de Rolex, c'est la même depuis 40 ans, 50 ans. Tu prends la Daytona de chez Rolex ou la Daytona de chez Tag ER, c'est la même chose. La Monaco, c'est la même chose. Bien que on ait fait quelques progrès techniques en 50 ans, bien qu'on ait pu l'affiner. Non, c'est des icônes du design. Quand tu achètes, et on en reparlera peut-être tout à l'heure sur l'iPhone, ce qui explique que le design n'évolue pas également. Il y a aussi des codes qui fait que on instaure un style oui, qui est la référence en matière de design sur le marché de la téléphonie de la montre. On va pas changer tous les ans. Bref, donc on n'est pas sur un calendrier purement de marché tech. Les renouvellements, c'est vraiment celui de l'horlogerie. Ils veulent instaurer un style qui dure longtemps. Et moi, ça me va. Ça change tellement souvent sur le marché de la tech. Quand on parle d'obsolescence programmée, quand on parle d'on veut pousser les gens à changer, c'est plutôt bien que le design de l'Apple Watch reste à peu près le même. Surtout qu'il y a un écosystème derrière, tu l'as souligné, avec les bracelets. La déception, elle est
Bon, bien sûr, on aurait aimé, ça n'aurait pas changé grand-chose qu'il y ait un bord carré. Moi, je considère depuis le début que Apple peut faire une montre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande en termes de taille d'écran. Il y a des montres du marché qui sont pas des smartwatches qui ont des écrans beaucoup plus grands, hein, avec des cadrans carrés et non pas des cadrans ronds. Donc, je pense qu'ils peuvent y aller parce que avec les années qui passent, c'est pas très agréable de lire sur un écran d'Apple Watch, même si l'écran est d'excellente qualité. Voilà, on aimerait pouvoir mettre plus d'informations, plus de complications, et j'estime qu'il y a de la place, et même pourquoi pas regarder un petit peu de vidéo, tu vois, mais on sent qu'ils y vont tout doucement, ils font grandir le boîtier tous les ans ou tous les 2 ans, un petit millimètre par-ci, un petit millimètre par-là, ce qui permet de conserver l'écosystème des bracelets, etc., etc. La vraie déception pour moi, donc c'est pas tellement le changement de design, la vraie déception, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'évolution entre l'ancienne et la nouvelle, à part quelques petits changements. Tu parlais de l'accélération du recharge. Ouais, c'est bien. Moi, j'en peux plus du galet de recharge de l'Apple Watch. C'est juste pas possible, quoi, ce truc. Enfin, je veux dire, le MagSafe, ça charge. D'abord, c'est un système qui commence à vieillir, donc c'est pour ça qu'il est si lent. Et ensuite, il faut un système, c'est vraiment un système propriétaire. Je veux dire, tu as besoin de recharger ta montre, tu es au bureau, tu es pas chez toi, tu peux pas parce que tu n'as pas le bon galet. Tu devrais te dire, tiens, je vais utiliser la recharge inversée de ma montre pour le faire. Ben non, tu peux pas, c'est propriétaire. Donc là, il faudrait vraiment que Apple fasse quelque chose, parce que là, vraiment, ce qui me gêne, c'est que vraiment, ils brident leur utilisateur, et ça c'est pas bien, ça c'est pas Apple, c'est pas ça l'ADN d'Apple. On peut brider l'utilisateur pour son bien entre guillemets quand on considère qu'il y a des risques de piratage. Tu connais la philosophie d'Apple autour de l'App Store notamment, on pourra en parler tout à l'heure, mais là véritablement c'est vraiment une volonté de fermer son écosystème, et c'est une vision purement financière et marketing, et ça me déplaît fortement. Donc moi ma première déception c'est ça, et la deuxième c'est que l'autonomie elle bouge pas. Et le talent d'Achille de l'Apple Watch, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce que je fais, moi, je la garde la nuit pour mesurer le sommeil. Et pendant le petit-déj de mes enfants et le moment où je vais prendre ma douche, je la charge et les 80% sont chargés. Mais et comme je suis un geek, j'ai un chargeur au bureau également, mais au studio. Mais voilà. Mais c'est bon. Après, c'est ça que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je comprends pas pourquoi le nouveau modèle ne sort pas, parce que les composants sont les mêmes. L'écran est un peu différent, donc apparemment, c'est pas un problème de logistique, c'est plutôt un problème de prod. C'est-à-dire qu'ils auraient des difficultés à produire cet écran, en fait, qui est moins bombé, qui est un peu plus large, qui est plus plat. Et donc, effectivement, il y a un goulet d'étranglement dans la production à cause de ça, mais c'est pas un problème de pénurie de composants apparemment. Voilà, mais où je suis donc déçu, moi plutôt, c'est qu'elle évolue pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de nouvelles de grandes fonctionnalités. L'année dernière, on a eu le capteur d'oxygène dans le sang. L'année d'avant, on avait un ECG. C'est quand même un beau progrès. En période de Covid, on aurait pu imaginer qu'on ait un capteur de température. On avait vu pas mal de, je sais pas si tu te souviens, pas mal de brevets autour des AirPods qui est quand même l'endroit idéal pour prendre la température en fait. Ça aurait été un formidable capteur. Bon, ça viendra peut-être. Voilà, on sent que tu disais tout à l'heure pour les écrans, c'était très vrai, ou pour le marché du smartphone, qu'Apple est plutôt suiveur. Et suit un petit peu ce que font la concurrence quand ils estiment que le marché est mature. C'est pas nouveau, du temps de l'iPhone c'était déjà le cas. Là, ils n'ont pas inventé le smartphone, ça existait depuis des années chez Microsoft notamment, avec le Pocket PC à l'époque. Mais c'est pas grave de suivre si tu apportes une vraie valeur ajoutée. Là, je ne la vois pas, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée de l'iPhone, c'était l'écran tactile, l'écran multipoint qui faisait qu'on n'avait pas besoin d'appuyer sur plus pour zoomer, moins pour reculer, et surtout de se taper un manuel de 400 pages pour pouvoir utiliser un téléphone et le brancher sur Internet. Voilà, ma grand-mère savait utiliser un iPhone. C'est pas le cas d'un Nokia à l'époque. Voilà, c'est ça l'ADN d'Apple. Sur l'Apple Watch, aujourd'hui, c'est une année de transition. Et l'Apple Watch Series 7, à part le design qui évolue légèrement et les nouvelles couleurs,
il sera très difficile de la différencier des anciens modèles. Et pas de nouvelles, effectivement, fonction de santé. Moi, je souscris à 100% et je porte ta voix sur les chargeurs parce que je trouve ça horripilant de savoir qu'on a du Lightning, de l'USB-C, un chargeur potentiellement MagSafe pour le smartphone, un chargeur galet pour l'Apple Watch. Ça c'est clair. Et à la limite, qu'il y ait les héritages du Lightning pour des raisons commerciales, on pourrait presque, je dis bien presque, les excuser, mais de continuer effectivement à développer des technologies qui sont pas sur l'ouverture, c'est un peu vexant et ça ressemble pas aux belles années qu'on a pu avoir d'Apple il y a de ça quelques temps maintenant. Matt, cette Series 7 obtient-elle plus grâce à tes yeux que ce qu'on en a dit pour l'instant? Bon, je confesse, je l'aime quand même beaucoup. Moi qui ai toujours ma Series 4, j'envisagerais presque le Switch. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette itération de l'Apple Watch? J'ai écouté l'après-match, ou je sais pas comment il l'appelle, l'après-keynote de l'équipe de Nowtech, et il disait, puis je suis très d'accord avec Jérôme Kenborg, il disait, je suis content que l'Apple Watch reste sur ce format-là parce qu'elle respecte le coefficient de pénétration dans la manche de chemise et qui fait que la montre peut rentrer. Alors j'ajouterai la chemise, j'ajouterai la poche de pantalon qui fait qu'une Apple Watch ronde, ça rentre un petit peu mieux que quelque chose de carré. Moi j'ai la 6 en fait, et puis je suis content qu'il garde le design. Ça m'aurait fait un peu de peine d'avoir la carré, mais une fois qu'on a dit ça, il y a certainement eu un problème dans le fait qu'ils aient changé, parce que tout indiquait qu'on allait avoir un changement de design, et ce que je lis d'après les journalistes sur 9 to 5 ou que je peux lire dans d'autres médias, c'est que même les développeurs ont pas encore obtenu le code du modèle. Tu sais, pour les développeurs, ils ont pas encore obtenu, et habituellement ils le reçoivent. Alors il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un retournement quand même probablement à la dernière minute. Puis là, on s'entend à la dernière minute pour Apple, là, c'est peut-être là. Il y a 6 mois, il y a la dernière minute. Hein. C'est ça, exactement. Mais il y a eu un retournement de situation, et on a l'Apple Watch qui ressemble à ce qu'on était habitué. Bon, moi je suis content parce que ça respecte le coefficient de pénétration dans la manche, et ça me réjouit. C'est bien dit. Bon, l'enseignement, c'est que si jamais vous aviez absolument besoin de changer de montre et que vous voulez le top, ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil. Mais sinon, c'est pas non plus un motif de changement. Mais Guillaume, tu sais, c'est pas nouveau que la rumeur se plante. Souviens-toi, il y a presque 10 ans déjà, lorsque l'iPhone, je me rappelle, l'iPhone 4S ou l'iPhone 5 est arrivé. L'iPhone 5, c'était la vogue, la mode de la goutte d'eau chez Apple, tu sais, avec les MacBook Air qui étaient plus épais d'un côté et plus fins de l'autre. Et on a vu très rapidement, au bout de durant tout le printemps avant la sortie des nouveaux iPhones, des designs d'iPhone avec un iPhone en forme de goutte d'eau, si tu le regardais de profil. On a même vu arriver dès la saison d'été, donc alors que l'iPhone était présenté en septembre, vu arriver des coques qui étaient des coques qui reprenaient l'iPhone à goutte d'eau. Donc même les producteurs d'accessoiristes d'iPhone en tout genre avaient prévu ce modèle-là, qui n'est jamais sorti. C'est effectivement un iPhone classique en forme de brique qui est sorti comme depuis le début. Et comment on peut expliquer ça? C'est que Apple a plusieurs prototypes. Apple teste des choses. Apple teste aussi, comme tu le disais, Matt, la capacité de ses fournisseurs de produire des composants, de produire le produit en temps et en heure, la durabilité, teste aussi, même s'ils s'en défendent auprès de populations cibles. Tu écoutes Apple, ils font jamais d'études de marché, mais je pense qu'ils en font quand même un petit peu. Bref, parmi leur choix, il y avait certainement cette option-là. Il y a un petit malin qui a eu la possibilité d'en faire ce qu'on appelle un moule. Tu sais, il y a un moule en cire. C'est comme ça que on arrive à avoir des maquettes d'iPhone avant la sortie des produits. Ça permet aux accessoires de produire des mock-ups bien avant et des coques bien avant. Et sauf que c'était juste un prototype, point barre. Donc là, il est possible qu'effectivement il y ait un prototype qui ressemble à ça.
qui est somme toute logique, hein, puisque ça reprend les codes du design. Quand tu regardes l'iPad, quand tu regardes l'iPhone, on est en plein dedans. Hein. Mais voilà, ça n'a pas été jusqu'au bout en termes de production. Peut-être que ça arrivera dans quelques temps. L'année prochaine, peut-être, on aura le fin mot. De toute façon, tu sais, avec Apple, Oui. ça finit toujours par se savoir. Mais ça prend un peu de temps. Il faut attendre que les gens d'Apple s'en aillent et que leur NDA, leur contrat de confidentialité, on en parlera peut-être tout à l'heure sur les salariés d'Apple, soit levé. Voilà. Juste avant qu'on arrive à l'autre produit, peut-être la recommandation d'achat à ne pas faire, c'est d'acheter une S3, même si cette montre est encore au catalogue. S'il vous plaît, trouvez-vous une SE. Si vous n'avez pas assez d'argent, peut-être une 5 ou une 4 usagée, mais de grâce, n'achetez pas la S3. Ouais, l'écran LRG, c'est un vrai plus, on est d'accord là-dessus. Hein. C'est le bord à bord, c'est quand même un vrai plaisir. Ouais, c'est un plaisir au quotidien. Effectivement, ça optimise quand même largement ce petit appareil. Je retiens donc que c'est selon les regards l'Apple Watch de la victoire contre les leaks ou l'Apple Watch plan B. Je vous laisse faire votre choix en écoutant cet épisode. On fait un petit détour comme ils l'ont fait sur le service donc Apple Fitness Plus Cocorico qui arrive en France. Bon, je me tourne vers toi, Matt. Tu l'as été un grand sportif et tu utilises Apple Fitness Plus depuis maintenant sa sortie et tu peux témoigner à quel point ça a fait. Alors, dis-moi parce qu'il faut que j'essaye. Là, comme kilos en trop. Comme je sais que personne va écouter de ma famille, je peux avouer que je suis un grand sportif de salon non, je n'ai pas perdu de poids. Par contre, tout ce qui est élément de pleine conscience, mindfulness, relaxation, étirement, ça fait partie de Fitness Plus et je vous avoue que je l'utilise et que j'aime beaucoup ça. Ma copine utilise Fitness Plus beaucoup plus que moi, mais pour l'activité, elle l'adore. Ça, vraiment, elle adore ça. Elle ne peut plus s'en passer. Le fait que ça soit bien synchronisé avec la montre. Alors, peut-être pour rappel, hein, si vous n'avez pas encore Fitness Plus, c'est ce qu'il faut. Il faut avoir un appareil Apple et l'Apple Watch. Et une fois qu'on a démarré une séance d'activité, on choisit ses séances d'activité. Hein. Il peut avoir du pilates, il peut avoir toutes sortes d'exercices que vous pouvez faire. Et dans votre téléphone ou dans l'iPad, vous allez voir vos données de la montre dans l'écran de l'iPad et de la montre en direct en fonction des efforts que vous allez faire. Et c'est accompagné d'experts en sport qui vont vous aider à faire de l'exercice et tout ça avec de la musique, soit de vos playlists à vous ou soit de la musique proposée. Ça, c'est vraiment chouette. Nouveauté, là, on va pouvoir le faire en groupe. Alors ça, c'est chouette, jusqu'à 32 personnes. J'avais cru comprendre 6, mais jusqu'à 32 personnes. Ce qui fait que vous allez pouvoir faire de l'exercice avec un écran partagé d'une autre personne. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je ne peux que recommander ça. Et en plus, ça vient bien souvent avec Apple One, ce qui fait que ma première question initiale, avez-vous renouvelé Apple TV+? Peut-être que vous l'avez renouvelé sans le savoir parce que vous avez Apple One et que maintenant vous allez bientôt avoir Apple Fitness Plus. Moi, je suis vraiment vendu à cet élément-là. Et en plus, quand on a l'Apple Watch, on peut avoir, et qu'on fait des marches à l'extérieur, on a à chaque semaine une marche accompagnée d'une personne connue qui nous raconte une de ses histoires de sa vie qui fonctionne avec les AirPods. Fait que c'est un super beau produit et j'étais vraiment content qu'il monte. Par contre, peut-être un petit bémol, les gens qui souriaient avaient l'air plastique. Hein, ils avaient l'air trop contents d'être contents et ça faisait un peu peur. Ouais, ça faisait un petit peu peur. Mais c'est l'euphorie apportée par le c'est ça. Ouais. C'est la force de l'écosystème, là, tu vois, entre le matériel, le logiciel et que... Enfin, c'est pas nouveau, hein, des cours avec des personnalités en vidéo. Là, Apple n'a rien inventé à nouveau, mais ils maîtrisent l'iPad, l'iPhone. Sur l'Apple TV, c'est top. Moi, j'ai pas essayé, mais j'ai vu. Mon épouse adore faire sa session de gym devant la télé sur l'Apple TV. Elle a une Apple Watch, donc elle va pouvoir synchroniser ses efforts et savoir si elle atteint ses objectifs. Mais effectivement, là, on voit vraiment la valeur ajoutée de maîtriser le matériel et le soft. Alors les esprits chagrins pourraient toujours voir encore une fois un habit de position dominante, hein. Mais là on voit vraiment la valeur ajoutée de maîtriser le matériel et le logiciel.
Je vais essayer. Il faut vraiment que je perde du poids. Le seul défaut de ce service-là, quand on utilise l'Apple Télé, c'est que la table de salon, quand on revient dans le salon, elle est toujours dans le coin parce que quelqu'un l'a poussée pour pouvoir aller faire l'exercice devant la télé. C'est vrai que c'est un problème. On attend en tout cas l'ouverture de la chaîne Twitch où on verra toute l'équipe d'On refait le Mac qui feront leurs exercices ensemble jusqu'à 32 et streamer. On sera ravis de voir ça. Alors à 32, je demande à voir. Tu as vu que la fonction n'est pas encore arrivée dans avec iOS. Les équipes donc techniques, tout le monde. Ouais. Bon. Tu intégreras les gens la du fonction, village. je sais plus, j'ai oublié leur nom, mais tu sais cette fonction qui est arrivée dans iOS, qui permet de regarder un film sur Apple TV+, justement, et de partager une séance avec des amis en FaceTime. Cette fonction, elle a été retirée d'iOS. Donc, à mon avis, elle va pas arriver tout de suite sur Apple TV+. Sur Fitness+, il faudra attendre un petit peu. Ça viendra plus tard. On va conclure, comme ils l'ont fait encore une fois, avec l'iPhone 13 forcément. Quand je dis l'iPhone, on va intégrer tout de suite la notion des 4 iPhones. Pas de surprise, c'est le renouvellement des iPhone 12. Vous remplacez le 12 par un 13. Je sais plus d'ailleurs s'il faudrait mettre à jour les tarifs ou si c'est exactement les mêmes. Vous me direz, parce que j'ai pas fait suffisamment attention aux tarifs, c'est les mêmes. Donc en tout cas, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Voilà, j'y suis arrivé. iPhone 13 mini avec des nouvelles couleurs, des nouvelles teintes, un écran plus brillant, une encoche, un petit notch comme on dit, un petit peu moins large. C'est notable je pense quand on fait une prise en main et quand on l'a sous les yeux, mais c'est pas forcément flagrant comme ça en image. La puce A15 Bionic qui est forcément beaucoup plus rapide et surtout sur la partie Neural Engine propose beaucoup d'améliorations et de performances, beaucoup plus de cache si vous voulez connaître la plus-value du cache, écoutez l'épisode avec Guillaume Poggiaspala où il a parlé de l'utilité du cache, vous comprendrez mieux avec l'usine de Castor. Meilleur appareil photo forcément avec la stabilisation optique de l'image pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini sur l'ensemble des objectifs, c'était pas le cas avant pour le 12, et une autonomie plus grande avec notamment 1h30 de plus pour le 13 mini par rapport au 12 mini et 2h30 de plus pour le 13 par rapport au 12. Et une fonction quand même qui ne manque pas de faire son effet wow, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes qui sont pas forcément hyper fans de la tech mais qui ont retenu cette fonctionnalité. Je crois que c'est peut-être le truc qui a le plus marqué le grand public quand ils ont un petit peu vu des images des nouveaux produits, c'est le mode cinématique. Je dois le décrire assez simplement, c'est le mode portrait de l'iPhone, donc qui a pour les photos, qui crée un flou d'arrière-plan, un bokeh pour les experts en photographie, mais pour la vidéo, avec une capacité à changer la mise au point et à changer la zone de flou. Et je dois dire que l'utilisation qui en est faite est forcément magistrale dans la présentation d'Apple, mais est particulièrement convaincante. Vous pouvez la faire dans des résolutions supérieures avec l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, qui se décline pour terminer ce tour de piste avec une couleur aussi en plus, un bleu relativement clair, relativement léger, et puis les mêmes tailles, taille d'écran pour le 13 Pro et 13 Pro Max que le 12 Pro et 12 Pro Max. On s'y perd avec les noms. Le 6,1 pouces et 6,7 pouces. Malgré tout, avec cette belle évolution qui était largement attendue, qui est le Pro Motion adaptatif. Donc, grosso modo, c'est comme sur plein d'autres smartphones, c'est du 120 Hz, donc un rafraîchissement d'image beaucoup plus fluide, mais qui sait se faire beaucoup plus lent quand il faut préserver la batterie parce qu'il n'y a pas besoin de mettre à jour les informations à l'écran. Une capacité à prendre de la photo en macro. Vous allez prendre en photo toutes les fourmis de votre jardin à 2 cm de distance avec votre nouvel iPhone. Toutes les caméras disposent du mode nuit et la possibilité de rajouter dans les vidéos le bokeh, donc le flou d'arrière-plan vidéo dont je parlais, après le tournage, donc après la prise de vue, ce qui est là aussi un bel exploit. Encore une fois, une augmentation de la batterie avec 1h30 de plus pour le Pro et 2h30 de plus pour le Pro Max. On est arrivé à faire le détour de l'essentiel des évolutions de ce 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max. Matt, respirons un peu. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement sur ces iPhones ? Peut-être deux façons de voir les choses. Je sais pas si tu as un regard plus en tant que consommateur et peut-être sur un regard un peu plus stratégique. C'est une évolution en continuité, encore une fois, cet iPhone 13, Matt. Oui, absolument. Avez-vous remarqué que dans la conférence, on n'a pas comparé le processeur du 13 avec celui du 12?
Et pourquoi c'est-il, pensez-vous, d'après vous? Ben, c'est que peut-être qu'il n'y a pas une si grosse différence, on ne le sait pas encore. On a comparé le processeur du 13 avec les Android en disant que c'était beaucoup meilleur, mais on n'a pas encore de chiffres. Ça, je tiens cette information-là de 9 to 5 Mac, qui a relevé une affaire intéressante là-dedans, c'est que oui, on n'a pas parlé de ça beaucoup, de la comparaison du processeur avec l'ancienne. On a juste parlé du nouveau processeur qui était un peu meilleur que les autres. Mais et je me rappelais pas de cette information-là, mais le cerveau derrière tous les processeurs Apple est parti chez Nuvia. Il y a quelque temps, il est parti avec une centaine de personnes qui ont été débauchées dans une autre compagnie. Alors peut-être que les processeurs sont plus aussi spectaculaires d'une année sur deux. Alors, stratégiquement, je te répondrai ça. Point important et que j'ai lu dernièrement, tout ce qui est ProRes, du côté de l'iPhone 13 Pro, ça va être vrai dans les 256 gigas et plus pour avoir du 1080p en 60 images secondes, parce que la capacité du 128 gigas est pas suffisante. Alors ils l'ont bridé à 30 images secondes. C'est pas Apple ça, d'avoir un produit comme ça dont le nom n'est pas différent dans la gamme mais qui limite des fonctionnalités, ça fait toujours un petit peu mal. Ou alors c'est très Apple selon les regards. Surtout à ces prix-là. Une bonne distinction entre les deux produits, encore une fois, il y a un petit meilleur processeur, il y a une supériorité, mais c'est pas juste l'écran maintenant, on parle du processeur, on parle d'autres choses dans le Pro, ce qui va peut-être convaincre encore plus les gens qui voulaient aller dans le switcher au Pro. C'est plus distinctif, c'est bien. Mais évidemment, comme tu dis, évolution pour révolution, puis c'est normal là. Et à certains égards, il faut absolument que ce soit plus le centre névralgique d'Apple, l'iPhone, il faut que ce soit d'autres produits. Et non, mais belle conférence. Encore une fois, on a passé 90% du temps sur la photo. Parce qu'un téléphone, maintenant, dans le nom, ça le dit, ça prend des photos. Un téléphone, photo, c'est pareil. Oui, on le comprend. Effectivement. Olivier, le signe distinctif de ces iPhone 13, il faut le souligner en mettant de côté la version Pro, c'est l'alignement des objectifs qui est en diagonale plutôt que d'être aligné en vertical. Un gros changement qui, toute blague mise à part, s'explique aussi par la stabilisation optique des objectifs. Et toi, Olivier, tu as eu la chance, tu l'as montré, je t'ai vu là sur LinkedIn, tu avais en main des presque iPhone 13. Quelles sont tes impressions sur cette nouvelle itération de l'iPhone, Olivier ? On a reçu les maquettes, donc tu les mets, donc en clair c'est les mock-ups, tu sais, dont on parlait tout à l'heure. Qui reflètent le poids définitif ou pas ? Ou c'est juste la forme ? Non, et ça reflète le poids, oui, puisqu'ils mettent du plomb à l'intérieur parce que les châssis sont vides, mais c'est pas exactement le même poids que c'est pas exactement, finale, donc ça c'est pas un critère. Par contre, la finition est très très proche du produit final. Donc on voit qu'ils sont légèrement plus épais, on voit qu'il y a vraiment un petit embonpoint au niveau des capteurs et des objectifs, donc c'est certainement effectivement la stabilisation mécanique, puisque c'est ça dont il s'agit, en plus d'une stabilisation optique, et qu'effectivement cette itération d'iPhone, elle fait le job, point. Voilà. Mais ça, elle aurait pu arriver l'année dernière, c'est-à-dire que ce qui manquait l'année dernière, on disait c'était le ProMotion, c'est arrivé cette année, donc le 120 Hz sur l'écran. On souhaitait surtout, et Apple s'était un peu perdu il y a quelques années, tu sais, en matière de design, et ils voulaient faire des produits très très fins, tellement fins qu'il y avait quasiment plus de batterie. Donc en termes d'autonomie, c'était un souci. Donc là, entre les nouvelles générations de processeurs et les nouveaux designs introduit avec les iPhone 10, iPhone 11 notamment, et avec l'iPhone 11, on avait vraiment fait un progrès important en matière de batterie. On avait repris de l'épaisseur, histoire d'être moins de pouvoir tenir la journée. Et puis l'iPhone 12, on avait été un peu déçu. Moi, mon 12 Pro, il tient pas la journée. Alors c'est vrai que j'ai pas un usage lambda, mais il tient pas la journée. Le soir, il crie famine très rapidement. Donc Apple a réponse à tout. Ils disent, il suffit voilà, vous avez la chargeur à induction pas loin, maintenant, voilà, bien sûr. Mais non, voilà. Donc là, ça y est, a priori, on gagne 20%, donc ça devrait tenir la journée. Donc c'est l'iPhone de l'année dernière en question batterie, un peu plus lourd, un peu plus épais. C'était pas très compliqué à faire, a priori, mais ils l'ont fait. Pour le reste, c'est vrai que
Les améliorations en termes de photos, c'est bien. Moi, je suis toujours frustré sur l'iPhone qu'il n'y ait pas de vrai téléobjectif, parce que mon ami Stéphane, avec qui je fais l'émission, qui a des Samsung, des Huawei, il y en a plus finir, il a des zooms, comment on appelle ça, tu sais, dans les... Fois 50 milliards qui font de la macro à Ouais. distance. Non, mais c'est pas ça, mais tu sais, tu peux au moins monter à x10, x12, x20. Et lui, il peut faire une photo de la Lune, c'est rigolo, quoi. Je dis pas que je le fais tous les matins, mais c'est vrai quand on a besoin d'un télé, quand on fait de la vidéo, c'est vachement important. On parlait tout à l'heure de l'effet cinématique et l'effet waouh, et que tu veux faire un effet bokeh dans une vidéo, il faut jouer sur le zoom. Mais là, tu peux pas. L'effet cinématique dans la vidéo, je demande à voir, hein, là, c'était calibré, c'était ainsi de suite. Extrêmement bien utilisé, oui. Je me rappelle l'effet bokeh au début, quand c'est arrivé sur les X. C'était un peu pénible, hein, sur les bords de photos, sur les cheveux, sur les choses comme ça. Le détourage était pas parfait. Ouais, alors en vidéo, je demande à voir. C'est une belle prouesse, mais c'était encore contrôlé, les cheveux plats, tu sais, tout allait bien pour que ça le fasse, mais à voir. A priori, pour moi, ça devrait pas poser de problème, malheureusement. Mais question cheveux. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et puis là, encore Apple est suiveur, hein, parce qu'après tout, le procédé de floutage des vidéos, c'est arrivé sur Android depuis belle lurette. Et puis les réseaux sociaux, les TikTok et compagnie proposent ça aussi depuis belle lurette aussi. Donc il était temps qu'Apple le fasse. Bon, maintenant, est-ce que le savoir-faire d'Apple en matière d'intelligence artificielle fera la différence au niveau du processeur, et encore une fois, la combinaison hardware-software fera la différence. On le saura, j'espère, la semaine prochaine, quand on aura les unités de test, mais si elles arrivent, parce qu'apparemment, j'ai eu le responsable d'Orange ce matin au téléphone, et il faisait un peu grise mine, hein, donc voilà. La journée a dû être longue pour lui aussi, alors, ok. Voilà, donc voilà. Mais bon, elle fait le job. Ça, encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'industrie de la montre et de la volonté de faire évoluer le design par petites touches, puisqu'on veut créer des modèles iconiques. Pour moi, l'iPhone, c'est la Golf du smartphone. Le modèle change tous les 4 ans ou tous les 3 ans. Tout est changé à l'intérieur, mais en fait, à l'extérieur, on a toujours l'impression d'avoir la même voiture. Parce que ça a un code de design. C'est la Porsche 911, de manière un peu plus prestigieuse. C'est la même chose, hein, depuis 50 ans, c'est quasiment les mêmes lignes. Quitte à ce que ça soit contre nature, puisque par moment, en matière d'efficacité, c'est pas forcément le meilleur. Mais voilà, c'est aussi ça la force d'Apple, c'est-à-dire que c'était, en tout cas, ça l'est toujours aussi un petit peu, mais c'était du temps de Jonathan Ive, l'une des rares sociétés où le vice-président était un designer, et les designers ont un vrai pouvoir sur les ingénieurs. C'est pas le cas, hein, dans l'industrie lambda. Même dans l'industrie de l'automobile, c'est l'ingénieur qui décide, et après, les designers vous amusez à dessiner autour. Hein. C'est ça aujourd'hui. Dans le meilleur des cas, hein, il y a des fois c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Oui, c'est vrai. Mais moi, je me souviens d'avoir reçu Philippe Stark dans l'émission il y a longtemps, quand il était venu nous parler de sa collaboration avec Steve Jobs, puisqu'il lui avait dessiné son yacht, hein, son bateau Vénus, et donc on parlait de design industriel, et il a travaillé pour Thomson, il a travaillé pour Leica, il a travaillé pour les plus grandes marques, et c'est vrai que c'était là où Apple a peut-être fait évoluer pas mal les choses dans l'industrie de la tech en tout cas, c'est de faire comprendre que les ingénieurs c'est important, mais que le design ça rassure énormément dans les usages. Moi, ce qui m'a plu et qui m'a rendu très populaire, enfin qui m'a fait aimer le Mac par rapport au PC, c'est qu'il y avait un supplément d'âme autour d'un Mac par rapport à un PC. C'est un produit qui est rassurant. C'est un produit qui, quand tu regardes l'iMac, c'est un petit bonbon acidulé. C'est très féminin comme approche. Tu vois, c'est presque un produit d'électroménager, je dirais. Tu as envie de le toucher, tu as envie de le caresser. Voilà, c'est ça que ça peut paraître dérisoire, mais c'est comme ça qu'on popularise, c'est comme ça qu'on rend confiant des populations qui ne seraient jamais passées et n'auraient jamais acheté d'ordinateur. Et c'est comme ça que l'iPhone a creusé son sillon quand il est arrivé en 2007, parce que c'était hyper simple d'emploi. Voilà. Donc le design, il évolue peu, il y a plein de raisons pour cela. Aussi parce que les designers ont beaucoup de pouvoir chez Apple, moins maintenant que Jonathan Ive est perdu, j'espère pas, mais parti, c'est sûr. C'est un peu perdu ces dernières années, il faut bien reconnaître. Mais on ne désespère pas de le croiser, de l'interviewer, ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé Jonathan Ive, mais
d'avoir de belles histoires à nous raconter. Ah, ça, j'en doute pas. Il doit en avoir sous la pédale, le garçon. Tu parlais de design. Je pensais aussi l'expérience utilisateur. Et pour revenir sur ce mode cinématique, je pense que il y a aussi ce test à faire au-delà des performances. Il y a à quel point on peut se l'approprier pour le grand public. Comme tu disais, Matt, les résultats sont incroyables en vidéo. Mais est-ce que la semaine prochaine, on se rendra compte que Madame Michu peut faire des vidéos aussi bluffantes que celles qui étaient restituées dans la conférence? Puis il y a deux éléments qui sont très drôles aussi de la conférence, là, qui sont anecdotiques mais qui sont très drôles. L'écran visiblement devait pas être rond, il est devenu rond, mais ils en ont trouvé un avantage dans la conférence de l'Apple Watch, comme de quoi qu'on pouvait regarder l'écran mais de manière oblique, on pouvait le tourner, on voyait toujours un peu l'écran. Alors ça faisait partie des avantages. Quand ils ont parlé de l'écran 120 Hz de l'iPhone, ils ont pas dit on arrive, on fait comme tout le monde, on fait du 120 Hz. Non, ils ont dit on peut descendre jusqu'à 10 Hz, nous. Ils prennent le contre-pied, ils en font moins que les autres. Ben ils ont raison. Écoutez, merci beaucoup Olivier et Matt d'avoir fait cette revue, ce replay quelque part de cette conférence Apple. On va clore cette émission avec quelques sujets tech en vrac, quoique pas si en vrac que ça. On peut facilement les rattacher à Apple puisque, alors je vais parler de deux sujets récents qui mériteraient qu'on s'attarde un petit peu plus. On va pas le faire dans cette émission, je vous rassure bien entendu, mais il faut quand même qu'on en fasse une mention et je vous laisserai rebondir Olivier, Matt sur ce qui vous semblera pertinent. D'une part, forcément, le verdict avec le procès Epic Apple. Je vais pas relister l'histoire du procès parce qu'il y a plein d'épisodes de podcast qui vous en parlent de manière assez complète et vous pourrez avoir même le regard d'avocats spécialisés dans les problèmes antitrust qu'on a eu dans Tech Café. Donc vous pouvez creuser le sujet, mais par contre, vous serez ravis d'apprendre que l'arbitrage a été fait et c'est assez marrant parce que selon les regards, c'est soit à l'avantage d'Apple, soit à son désavantage. Dans les faits, ce qu'il se passe, c'est qu'Apple va être amené à autoriser l'intégration pour les développeurs d'un lien dans les applications qui, quelque part, contournera le paiement qui était le paiement sacro-saint auquel on devait se conformer quand on était développeur ou utilisateur d'une application iOS et on devait forcément payer via le système Apple. Ça, c'est la première news dans laquelle on pourrait évidemment détailler beaucoup plus les implications dans le monde de la tech. On le fera dans d'autres sphères, je pense. Et par ailleurs, le licenciement d'Ashley Jovic, qui est cet employé qui avait défrayé la chronique il y a ça quelques jours encore, parce qu'elle relayait les comportements qu'elle qualifiait de toxiques en interne chez Apple, avec plusieurs histoires de harcèlement. On se rend compte que l'histoire date, les histoires datent quand même de plusieurs mois maintenant, et que c'est un petit peu la conclusion pour elle, mais évidemment c'est pas la conclusion sur le plan juridique, mais c'est la conclusion, elle a été licenciée. Olivier, est-ce qu'il y a ces actualités complémentaires d'Apple qui trouvent grâce à tes yeux et qui méritent un commentaire supplémentaire? Bien entendu, il y a de quoi... il y a de quoi dire, malheureusement. Pour le procès Epic contre Apple, je sais pas si pour l'instant le gagnant c'est Apple. Hein. Il n'y a pas d'ascorbis, il n'y a pas d'abus de position dominante reconnu par le tribunal aux États-Unis et au-delà, qui c'est qui fait appel de la décision? C'est Epic. C'est Epic. Bien sûr. Donc ça montre bien qu'Epic n'est pas satisfait de la décision. Donc effectivement, il y aura un lien qui sera donné. Si vous avez l'application Canal+, vous pourrez avoir un lien pour vous abonner sur le site de Canal. Mais ce qu'il faudrait, c'est un bouton pour qui permette de payer directement et de ne pas donner 30% à Apple. Voilà, il y a un vrai problème de fond, c'est-à-dire que dans la volonté, dans l'ADN d'Apple, depuis le début, de pouvoir tout maîtriser pour des raisons marketing, pour des raisons louables qui sont aussi la volonté de préserver la vie privée, la sécurité, bien qu'on puisse trouver des parades. Aujourd'hui, l'App Store prend une telle importance, et quand on voit le chiffre d'affaires d'Apple et la réserve de cash qui est celui d'un pays développé, d'un PIB d'un pays développé, on peut pas rester comme ça et dire mon magasin, vous pouvez pas rentrer pour la sortir, c'est mon magasin. Non, c'est pas un magasin, c'est un pays. Donc donc il y a un moment donné, il faudra légiférer et oui, Apple est un abus de position dominante avec l'App Store. Il faut une solution bis qui sera peut-être moins performante, qui sera moins en sécurité, mais ce sera le choix du consommateur. Si ça ne détériore pas, évidemment, l'usage de l'iPhone en lui-même.
Voilà, ça c'est pour Epic. Maintenant, sur les conditions salariales, on avait un gros coup de gueule d'un de nos chroniqueurs, Laurent et mon ami Laurent Pantanach notamment, qui a repris les thèses des salariés. Moi, je suis absolument pas d'accord avec lui. D'abord, j'ai pas d'infos particulières à savoir s'il y a un climat plus néfaste aujourd'hui, parce qu'on a fait une émission spéciale il y a 15 jours sur les 10 ans de Tim Cook à la tête d'Apple, mais j'ai pas l'impression qu'Apple soit pire aujourd'hui qu'hier. Je veux dire, moi, je me souviens parce qu'on avait des infos plus précises, que l'entreprise était plus à taille humaine, je dirais, du temps de Steve Jobs. Mais Steve Jobs, c'était un monstre. Ouais. Steve Jobs, c'était vraiment un gars détestable avec qui travailler. Et s'il avait été encore patron, il y a l'air du temps hein, aussi par rapport à ça. C'est pas du tout les mêmes conditions, c'est pas même les mêmes réalités, les mêmes acceptations non plus. Hein. On n'accepte plus des choses qu'on acceptait par le passé. Bien sûr. Oui, les temps changent et c'est tant mieux. Mais au-delà, si tu veux, pour être proche de responsables d'Apple de l'époque, tu regardes les contrats de travail, c'est très 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 borderline à l'époque ce qu'ils signaient. Hein. Leur ordinateur, leur messagerie, ils n'ont pas le droit de parler à la presse durant des années. Si Monsieur X par exemple s'appelle Monsieur X, c'est pas un hasard dont on fait le Mac. Hein. Non, c'est un responsable d'Apple qui avance visage masqué. Ça fait 10 ans qu'on fait l'émission, il est toujours masqué. C'est que voilà. Et aujourd'hui, si l'émission est appréciée, je le sais au sein d'Apple. Parce que quand même, on est quand même un formidable canal d'évangélisation sur les usages d'Apple. Mais quand on doit taper, on tape légitimement, ce qui est normal, on fait notre boulot de journaliste. Eux, ils acceptent pas Monsieur X, hein, ça passe pas. Hein. Et ça passe toujours pas. Et on sait aussi à quel point ils peuvent te mettre ton podcast, enfin ton Tech Café dans les tout bas des classements en 200e quand subitement on dit des choses sur Apple qui font trop hérisser le poil. Je sais pas si tu avais constaté ces histoires de classement. Ouais, enfin, bon, heureusement, on est moins tributaire de podcasts qu'avant. Oui. Donc, si tu veux, je sais pas véritablement ce qui se passe aujourd'hui au sein d'Apple, mais j'ai pas le sentiment que ce soit pire qu'avant. Moi, je me souviens que voilà ce qui exigeait Steve Jobs au quotidien était extrêmement dur pour ses équipes. Je me souviens d'avoir fait des émissions avec Tony Fadell, avec Jean-Marie Hulot, qui est l'un des vraiment papas français de l'iPhone, qui est décédé il y a 2 ans malheureusement, qui nous disait Steve, c'est mon ami, hein, je l'adore, mais en matière de management, c'était pas ça, quoi. Il croisait quelqu'un dans l'ascenseur. Tu voyais Steve Jobs, tu étais tout content, il venait te voir, il dit, c'est toi qui as fait l'icône de l'application? Putain, c'est de la merde. Le mec, il a travaillé jour et nuit, il était complètement démotivé. Il court-circuitait les N-1, enfin voilà. Donc, il y avait des consignes au sein d'Apple pour éviter Steve Jobs. Voilà. Il fallait éviter dans les couloirs. Les gens l'évitaient parce que ils avaient peur de se prendre une soufflante gratuite. Et c'était très démotivant. Voilà. Maintenant, Tim Cook, c'était pas du tout le même caractère. J'ai rencontré les 2 hommes brièvement. Hein. J'ai plus rencontré Steve Jobs que Tim Cook, mais Steve Jobs, bizarrement, était plus accessible parce que la boîte était plus petite. Ne fût-ce que par les keynotes. On pouvait discuter avec lui à la fin des keynotes. Enfin, il aimait pas beaucoup les journalistes. Hein. Il fuyait les journalistes. Il était carrément désagréable avec les journalistes. Tim Cook, il est plutôt sympa. Hein. C'est quelqu'un d'assez chaleureux. Bon, après, c'est un vrai chef d'entreprise, c'est un vrai businessman, donc il a tout, un vrai politique dans ce sens-là. Au moins, voilà, on peut penser qu'il joue un rôle, mais on sent qu'il y a une douceur dans son relationnel qu'il a pu avoir avec moi quand je l'ai rencontré, que je n'ai pas ressenti avec Steve Jobs, c'est le moins qu'on puisse dire. Steve Jobs, ça l'agaçait, quoi. Il te regardait de travers. Et si tu avais un appareil photo, il se cachait le visage, quoi. Donc, c'était une rockstar, Steve, hein, mais c'est ce qui faisait son charme aussi. Voilà. Donc, j'ai pas le sentiment que les choses aient empiré. L'entreprise est devenue tellement énorme aujourd'hui que effectivement, tu peux pas tout maîtriser, hein. De même que tu peux pas maîtriser ce qui se passe chez un sous-traitant dans un pays en voie de développement et qui pourrait exploiter, etc. Il y a beau faire la police, il y a toujours malheureusement des exceptions qui passent entre les mailles du filet. C'est pas une excuse, mais c'est une réalité. Encore une fois, aujourd'hui, et Apple est bien moins puissant en termes de but de position dominante qu'un Facebook, j'estime aujourd'hui, ou qu'un Google. Hein. Quand on voit Google aujourd'hui, la force de frappe elle est bien plus importante. Tout le monde utilise leur service et on n'a pas le choix. Voilà. Tu veux autre chose qu'un moteur de recherche, il y en a d'autres, mais en plus ils sont moins bons, il faut bien le reconnaître. Ils sont même dangereux, les concurrents de Google par voilà. certains aspects. Donc ben ouais.
Mais voilà, aujourd'hui Apple est devenu tellement énorme que forcément c'est devenu une vraie multinationale. La volonté de Steve Jobs a toujours voulu gérer Apple comme une start-up. Ça devient de plus en plus difficile. Ben non, oui, c'est sûr. C'est pas difficile, ça doit être impossible de gérer ça comme une start-up. Et c'est la raison pour laquelle, je te coupe pardon Matt, mais c'est la raison pour laquelle il avait choisi Tim Cook pour le succéder, parce qu'il fallait que l'entreprise passe un cap et change de braquet. Et il l'a mis sur la voie du succès avec l'iPhone, l'iPad, le Mac en son temps. Mais il fallait vraiment que l'entreprise, j'allais dire, se professionnalise, mais change sa manière de penser tout en gardant son ADN. Et on voit que pour l'instant, Tim Cook a plutôt bien réussi ce cocktail-là. Donc moi, j'ai pas d'infos particulières sur la gestion difficile ou pas des salariés. On sait qu'il y a eu beaucoup de critiques parce qu'ils voulaient que les salariés reviennent au bureau parce qu'ils estimaient que la pandémie était passée et qu'il fallait arrêter le télétravail. Toutes les entreprises malheureusement ont fait ça. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut encore. Le télétravail, c'est quand même formidable aujourd'hui, surtout quand on est une entreprise de la tech. Et tu parlais tout à l'heure des ventes de l'iPad, s'ils ont tant progressé, on sait pourquoi. C'est uniquement ça. Mais je sais aussi, pour avoir discuté avec des salariés d'Apple, que ils ont été prévenus eux très tôt quand le coronavirus est arrivé il y a 2 ans, qu'il y avait un danger, qu'il y avait un risque, et qu'ils ont décidé très tôt de demander à leurs salariés de rester à la maison, avant que certains États décident de confiner. Donc ça te montre que voilà, c'est certes une entreprise qui doit faire du profit et son but c'est de vendre des téléphones. Voilà, moi j'ai même rencontré des gens, et c'était pas forcément les plus intelligents chez Apple, qui me disaient je travaille pour un fonds de pension qui vend des ordinateurs. Voilà, c'est ça aujourd'hui Apple. C'est aussi une banque, Apple. Mais je sais qu'ils ont plutôt bien géré cette période-là. Et je suis un peu surpris aujourd'hui qu'on sorte les baïonnettes et qu'on tire à boulet rouge sur Apple sur des conditions d'harcèlement. Quand on connaît le parcours d'un Tim Cook, il a quand même fait son coming out. Il vient plutôt d'une minorité qui a pas mal souffert aux États-Unis. Quand on vient de l'Alabama et qu'on est gay, on n'a pas dû passer une adolescence très heureuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ça ressemble pas au personnage. Après. Effectivement, il y a toujours des errements. Moi, j'ai des souvenirs très précis de choses qui ont été faites à des salariés d'Apple du temps de Steve, qui étaient vraiment limite, très borderline, qui auraient pu mériter voire même du civil ou du pénal. Voilà, mais c'était Steve. Voilà, on lui pardonnait tout. Il nous manque évidemment des éléments de contexte, puis on n'est certainement pas juge pour arbitrer sur ce genre de sujet. Dieu nous en garde. Matt, peut-être un dernier mot sur ce sujet. Non, on a fait le tour. Je suis d'accord avec Olivier. Tim Cook a amené beaucoup d'éléments d'amélioration sociétale dans la compagnie. On a juste à voir les avancées qu'il fait pour les femmes, des avancées qu'il fait pour certaines minorités au niveau de la compagnie. Maintenant, Tim peut pas être au four et au moulin. Alors c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que il y a des managers qui peuvent être des gros cons partout. Il peut avoir des employés qui peuvent être des gros cons partout et malheureusement victimes de la popularité et la grosseur d'Apple, c'est ça qui arrive. Oui, et quand on parle de problèmes systémiques, quand on parle de harcèlement ou de racisme, je pense que c'est aussi une des manifestations, c'est que même dans une entreprise comme Apple, c'est difficile de garantir le 100% épanouissement. Il y a peut-être des situations compliquées, mais encore une fois, on n'est pas juge et on prétend pas du tout l'être. On apporte juste un regard sur ce sujet, comme on va le porter sur à cette durée-là de l'émission. Après avoir parlé autant d'Apple, je suis assez à l'aise pour me moquer gentiment de Windows 11, qui, tenez-vous bien, verrouille un petit peu la manière dont on peut définir son navigateur par défaut, son Windows 10 pardon, qui verrouille. L'histoire qui se répète. Ouais, et c'est bizarrement l'histoire qui se répète alors qu'on avait l'impression qu'ils avaient peut-être appris de leur passé, mais les navigateurs n'avaient plus la possibilité de simplement permettre à l'utilisateur de définir donc ce navigateur comme par défaut. Et même a priori quand c'est fait, ça marche pas toujours très bien parce que c'est parfois Edge, le navigateur de Microsoft et de Windows, qui se lance pour certaines fonctionnalités. Mozilla, les équipes de Mozilla
ont des hackers qui ont réussi à trouver un moyen de déclencher et de lever les verrous à ce sujet, comme évidemment la société Mozilla est coutumière du fait de proposer des codes sources libres. Il y a fort à parier que les autres navigateurs vont s'emparer de ce développement pour lever ce frein. Donc bravo Mozilla qui gagne une bataille. Bon, si vous voulez vous moquer pendant quelques secondes de Windows, c'est le moment, messieurs. Matt, est-ce qu'il y a matière à te moquer à ce sujet ou pas? Non, je trouve que le nouveau navigateur de Microsoft va beaucoup mieux depuis qu'ils ont complètement copié Chrome. Alors, j'avais juste ça à dire. Bon, parfait. Olivier, est-ce que tu utilises encore du Non, Windows? je tire pas sur l'ambulance. Je tire pas sur l'ambulance. Non, j'ai jamais utilisé Windows. Ou vraiment... Voilà. Non, mais il a des qualités Windows et puis le Mac lui doit aussi beaucoup parce que si les ventes ont véritablement explosé il y a une quinzaine d'années du Mac, explosé, tout est relatif à l'échelle du Mac bien sûr, hein, quand on voit le nombre de PC qui sont vendus chaque année, mais c'est parce qu'il a adopté la puce Intel et que ça a rassuré un maximum d'utilisateurs en disant je vais passer au Mac car je pourrais démarrer sous Windows si j'ai un souci. Aujourd'hui avec la puce M1 c'est plus compliqué apparemment. Microsoft n'est pas d'accord pour que Windows 11 démarre sur n'importe quelle puce ARM. On va voir hein, s'ils vont laisser. Ce serait pas mal d'avoir cette fonctionnalité là, mais voilà, on voit aujourd'hui ce qui est amusant c'est que Apple estime qu'ils n'ont plus besoin du PC finalement et de la comparaison du PC pour vendre des ordinateurs et ils veulent vraiment tout maîtriser jusqu'au bout, le logiciel, le matériel. Je reparle encore d'Apple parce que c'est quand même incroyable ce qui se passe sur le Mac. Moi qui étais tellement frustré pendant des années que Apple abandonne un petit peu le Mac, à part une touch bar qui a convaincu personne et des claviers qui n'ont convaincu personne puisqu'ils n'arrêtaient pas de tomber en panne sur les MacBook Pro. On a vécu une année avec l'arrivée des Mac M1 et des puces d'Apple qui était vraiment une bouffée d'oxygène et une revanche énorme. C'est-à-dire que le Mac vraiment est en plein boom, est en pleine croissance, en pleine renaissance parce qu'il a des qualités qui lui sont propres, qui étaient uniques au Mac il y a quelques années quand il y avait la puce pour RPC qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire une autonomie record. Et je me lasse pas de voir l'autonomie d'un Mac M1 par rapport à un Mac sous Intel ou un PC sous Intel. Ça, c'est une force de frappe extraordinaire d'Apple. Et on sent que Microsoft est un peu gêné par ça, parce que derrière Intel, il y a un peu de mal, même s'ils annoncent quand même d'autres puces, etc. Mais voilà, il y a des choix qui ont été faits, des choix financiers, hein, pour le cas d'Intel, qui ont été faits il y a quelques années, qui payent cash aujourd'hui. Hein. Olivier, tu incarnes terriblement bien le titre de ton émission. Si vous ne le savez pas, c'est On refait le Mac. Le grand exode des mineurs de Bitcoin est déjà à moitié effectué. Figurez-vous effectivement que depuis que la Chine a un petit peu banni de son territoire le fait enfin, pas banni, c'est tout simplement interdit de miner des crypto-monnaies. Merci Matt. Il y a un indicateur qu'on peut suivre, c'est celui du hash rate mondial du Bitcoin. Grosso modo, c'est la mesure de à quel point il y a du Bitcoin qui est miné et l'indicateur en rythme de croisière était de 180 exahash par seconde à mi-mai et il s'écroulait à 90 début juillet. Donc pour le coup, il a été divisé de moitié. Ça laisse imaginer à quel point la Chine représentait une énorme part du fait de miner des bitcoins. Et par contre, il semblerait que ça remonte là en septembre et que ce soit remonté à 135. Ça veut dire que le bitcoin a peut-être encore des belles heures devant lui. On verra. On va pas là encore refaire l'histoire du bitcoin. Et je vous laisse évidemment réagir si vous le souhaitez. Olivier, Matt, je sais pas si vous êtes friand des dernières activités en matière de bitcoin. Olivier, peut-être? Non, j'ai jamais été un grand financier, mais par contre, je suis fan des déclarations d'Elon Musk. Donc, oui. Déclaré. Il faut suivre ça. Si ça va faire monter ou pas le cours, mais voilà, c'est. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ce qui m'intéresse dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est évidemment l'avenir, mais c'est le positionnement de ces grands du web par rapport à ces crypto-monnaies qui veulent s'accaparer ces crypto-monnaies. On avait vu les ambitions de Facebook dans ce domaine il n'y a pas si longtemps. Ça s'est un peu calmé parce que voilà, quand on parle et ça pose vraiment des problèmes sociétals, des problèmes de énorme sur l'avenir, parce que quand tu vois la puissance financière, la taille de ces entreprises aujourd'hui, qu'en plus elles peuvent battre monnaie, ce qui est réservé aux États, ça pose quand même un problème à un moment donné.
Voilà, et on sait que le secrétaire d'État américain et le gouvernement américain, enfin l'administration américaine, même du temps de Trump, voyait ça d'un mauvais œil. Et apparemment, ça a calmé un petit peu Facebook. Donc voilà, moi c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et à un moment donné, il faut quand même une régulation dans tout ça. Et une monnaie privée, quand même, à un moment donné, ça pose quand même un certain. Voilà, il faudrait quand même qu'à un moment donné, il y a certaines règles qui soient établies par un corps qui soit entre guillemets un corps d'État et un corps indépendant, ou du moins une union d'États qui puisse régir tout cela. Voilà, tout simplement. Ça faciliterait bien les choses. Dernières actus en tournant notre regard vers l'Orient, à commencer par donc Xiaomi, qui a bloqué, figurez-vous, à distance plusieurs smartphones. On pourrait remplacer Xiaomi par Apple dans cette histoire. Donc Xiaomi qui a bloqué à distance des smartphones qui se retrouvaient dans des pays pour le moins sulfureux et qui ne sont pas dans les autorisations de commercialisation de Xiaomi. Il y a notamment l'Iran, il y a la Syrie, il y a la Corée du Nord. Mais en tout cas, sachez que Xiaomi est parvenu à désactiver ces smartphones à distance. Ils n'étaient pas autorisés à être commercialisés là-bas. Ils font partie de ces appareils qui sont commercialisés au marché gris. Et donc, ils sont intervenus. A priori, ça a été temporaire. Ils ont levé ces blocages. Mais moi, ça m'a fait quelque part un peu froid dans le dos de me dire que peut-être du jour au lendemain, une marque pourrait comme ça suspendre tous les smartphones parce qu'ils auraient décidé de le faire. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais Matt, toi aussi, ça t'a fait peur ou pas? Mais c'est évident que ça n'a aucun sens de. Alors, dans la propriété de l'appareil, quand tu achètes un appareil qui soit au marché gris ou ainsi de suite, quand tu le ramènes chez toi, normalement, il devrait fonctionner. Mais si la compagnie a décidé qu'il ne fonctionnait pas, ça pose certaines problématiques. Et d'ailleurs, à certains égards, ça me rappelle les limitations qu'il pouvait y avoir sur les DVD avec la géolocalisation quand tu achetais un DVD en Europe, que tu voulais l'écouter en Amérique du Nord, ça posait certains problèmes. C'est pas nouveau, hein, mais ouais, c'est un peu emmerdant quand ton téléphone il s'arrête parce que tu devais pas l'avoir dans ton pays. C'est un peu compliqué. Imagine si tu voyageais, je sais pas si c'était bloqué comme ça n'importe comment ou s'il y avait un lien avec ça peut poser des questions. Ça peut poser des questions simplement, et surtout Xiaomi, qui est pas le dernier arrivé. Effectivement. Allez, dernière news au sujet de Gearbest. J'ai envie de vous poser la question. Peut-être, allez, Olivier, c'est quoi le produit que tu pourrais te souvenir avoir acheté chez Gearbest emblématique? Est-ce que tu as déjà commandé chez Gearbest? Ouais, des coques d'iPhone, des choses comme ça, des bracelets des bracelets d'Apple Watch Hermès qui sont le logo, mais bref. Mais je rebondis juste sur Xiaomi, mais c'est vrai que ça peut faire froid dans le dos, mais Apple peut le faire aussi, pour revenir encore à Apple. Mais il faut pas oublier quand même que Xiaomi a le droit de vendre encore aux États-Unis, contrairement à d'autres marques chinoises. Il y a Huawei aussi. Et s'ils ont le droit, c'est parce que justement, ils ne vendent pas en Iran, ils vendent pas, etc. Et que voilà, c'est vraiment un sujet extrêmement sensible parce que c'est direct, on ferme le marché américain, quoi. Ouais, et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on aborde très régulièrement dans Ta Café, c'est Guillaume Poggiaspala, je me fais son porte-parole, c'est la question de se poser dans quelle mesure est-ce que quand on achète un appareil aujourd'hui, on en est propriétaire. La question est presque évidemment compliquée dans le cas de l'iPhone, à tel point beaucoup des usages sont fermés, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres smartphones, notamment des smartphones Android. Mais ça pose vraiment la question d'aujourd'hui, quand tu achètes un produit, et en l'occurrence un smartphone, à quel point tu en es propriétaire, à quel point tu le possèdes, à quel point tu en fais ce que tu veux. Là encore une fois, cette news montre à quel point cette définition elle est complexe et à quel point notre monde dans lequel on est arrivé amène à revoir en profondeur la manière dont on peut voir l'achat d'un produit, quoi. Ça c'est clair. Matt, c'est quoi ton souvenir d'achat chez Gearbest emblématique? Des produits Xiaomi. Ah. La boucle est bouclée forcément. Alors si je vous pose la question, c'est évidemment pour aborder le fait que le site est tombé. Ça sentait pas très très bon pour Gearbest ces dernières semaines, mais le site a purement et simplement disparu, il ne répond plus. Et tant pis pour ceux qui avaient des commandes en cours, tant pis pour ceux qui profitaient des liens sponsorisés. Je sais qu'il y a pas mal de créateurs de contenu en ligne qui profitaient de la rémunération avec les liens sponsorisés. Et malheureusement, ils répondent aux abonnés absents. Je crois que c'était un peu prévisible, mais on est désormais devant le fait accompli. On verse une larme, Matt? On sait ce qui s'est passé ou pas, concrètement, non? Géant AliExpress qui écrase tout sur son passage. Olivier?
Non, je voulais savoir, on sait ce qui s'est passé concrètement ou pas? C'est le groupe qui est derrière qui, a priori, n'assumait plus les situations financières tout simplement. Et je pense effectivement que la concurrence auprès d'AliExpress, on n'a pas tous les détails hein, évidemment, mais ce qui est relayé et les explications les plus valables serait que évidemment la concurrence avec des entités comme AliExpress est rendue complètement ingérable. Gearbest qui se retrouvait avec des prix qui étaient complètement démesurés. Donc on achetait des produits chez Gearbest à l'époque pour leur disponibilité certes, mais aussi pour leur bas coût, ce qui était de moins en moins vrai, et il y avait des écarts de prix complètement dingues et des hausses de prix permanentes. Ouais, c'est vrai que j'avais acheté un produit Xiaomi, tu as raison Matt, j'avais acheté mon robot aspirateur là-bas, et il a mis 6 mois à arriver en France, mais voilà, effectivement, on trouvait des trucs qu'on voyait pas ailleurs. Nombre de commandes, en importation, ouais. Nombre de ces commandes de cette année n'étaient même plus honorées. Moi, j'avais commandé mon imprimante 3D Creality chez Gearbest à l'époque. Que de nostalgie. Je mettrai dans les notes de l'émission Greg le Geek qui tient une chaîne, le JT Geek, qui est un vendeur en fait sur Gearbest et qui explique en détail là, tout ce qui est arrivé avec Gearbest, le groupe, le fait qu'ils ont perdu par rapport à AliExpress. C'est super intéressant. Je vais vous l'envoyer dans les notes de l'émission si vous voulez suivre. Sur le site techcafé.fr, c'est ça? C'est bien ça, Matt. Merci beaucoup de brancher l'adresse du podcast si vous ne la connaissiez pas et si vous découvrez le podcast. On est ravis de vous accueillir, évidemment, et on a été ravis de t'accueillir, Olivier, pour cet épisode. j'espère qu'on t'a pas épuisé après la soirée que représente une annonce et une conférence Apple. Je sais que c'est toujours un peu fatigant. Ça va, on t'a pas mis sur les rotules totalement ce soir? Non, c'est un grand plaisir. Non, mais c'est vrai que c'est fatigant parce qu'on fait de la vidéo, parce que on a une volonté de faire une émission qui reprenne les codes de la télé avec des moyens techniques qui soient qualitatifs. Et donc, et comme on est en train de déménager nos studios, qu'il faut monter, démonter à chaque fois les studios, à chaque fois qu'on tourne une émission de Refait le Mac. On a fini très tard hier soir, et on s'est levé très tôt ce matin, donc c'est du plaisir. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé, donc c'est une belle récompense. Tu soulignais tout en amont de l'émission, ça fait presque 13 ans maintenant qu'on fait ce podcast. Hein, donc voilà, ce qui est important, tu l'as très bien résumé, c'est la récurrence. Si vous voulez faire moi j'appelle ça un podcast, parce que c'est un podcast vidéo, mais c'est un podcast, c'est une version audio également, mais c'est un podcast. C'est important, si vous voulez faire un podcast, de vous dire, si je veux rencontrer une audience, il faut créer un rendez-vous. Voilà, donc ce rendez-vous, ça soit toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, il faut y tenir, sinon vous n'arriverez jamais à développer un foyer d'audience. Et puis tu parlais de moyens pour le développer. Donc c'est bien effectivement ce que tu disais tout à l'heure, Patreon, ça c'est formidable. Quand on a lancé malheureusement Refait le Mac, ça n'existait pas. En 2010, en 2009, YouTube était encore balbutiant, hein, je dirais, était déjà là, mais bon, voilà, iTunes, il n'y avait aucun moyen de paiement. Donc ce qui est assez imposé à nous, c'est le sponsoring. Donc aujourd'hui, c'est le modèle économique de l'émission. Mais c'est un moyen, mais c'est pour nous le sponsoring, c'est pas pour en vivre, hein, c'est vraiment pour mettre plus de moyens dans l'émission, dans la production, dans le payer les réalisateurs, les ingénieurs du son, les directeurs photo, parce que c'est pas parce qu'on est sur le web qu'on va faire des vidéos de low cost, voilà. Donc voilà, c'est du travail, mais on est assez récompensé, on est très heureux. On a beaucoup de chance en tout cas. Eh ben, c'est un enthousiasme, je pense, partagé par la communauté. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir écouté d'ailleurs des émissions dont Refait le Mac en faisant la queue à l'Apple Store pour des sorties de produits. Et je me rappelle d'ailleurs des coups de cœur d'Olivier Sepulveda-Schulz qui parlait toujours des applications qui permettaient de prendre des photos en noir et blanc. J'ai découvert les joies de la prise de vue des photos en noir et blanc grâce à lui. Rodrigo. Ouais. Merci beaucoup, Olivier, de t'être joint à nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Me retrouver sur onfaitlemacom tout simplement. Voilà, ça devient une chaîne qui devient ORLM.tv, ORLM pour Refait le Mac. Et l'ambition, c'est de monter un petit bouquet de programmes avec déjà une seconde émission qui est arrivée il y a quelques mois, mais qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de développer, mais qu'on va relancer là maintenant, qui s'appelle On refait la tech, qui est une émission qui parle pas que d'Apple, bien au contraire, qui est plus une émission éco-business sur les grands enjeux de la tech. On va essayer de tourner une émission sur la pénurie de composants, voilà, essayer de comprendre, décrypter et s'apercevoir que c'est pas forcément lié uniquement au coronavirus, bien au contraire. Voilà, et puis d'autres émissions qui s'adressent à des communautés, parce qu'on aime bien s'adresser à des communautés et non pas forcément à faire des émissions qui vont faire des millions de vues, mais prendre son temps, faire un format qui soit assez long et un format
auquel on prenne du plaisir et plaisir aussi à creuser, prendre du temps, c'est important. Et je pense que c'est pour ça que le format podcast, que ce soit en audio, en vidéo, aujourd'hui, trouve un écho et un regain. Hein. Ça existe depuis longtemps, le podcast, hein, depuis l'iPod. Ça ne rajeunit pas à 20 ans, tu penses. Et oui. Mais parce que aujourd'hui, tout va tellement vite qu'il faut prendre le temps. Et j'ai apprécié aujourd'hui, et ce soir en particulier, de prendre un temps de discuter calmement quand les enfants sont couchés de l'actualité de la tech, voilà, et des enjeux en tout cas. Bah, c'est un immense plaisir et on partage évidemment ton analyse des contenus, je le sais, Matt et moi, on en parle régulièrement. Matt, il est grand temps aussi de rappeler à nos auditeurs où on peut te retrouver sur Internet. On peut me retrouver sur profduweb.com où il y a un nouveau lien maintenant qui vous dirige vers une chaîne YouTube où je suis en train de d'établir une régularité, hein, comme le dit Olivier, c'est important. Après 10 ans dans le podcast audio, je m'attaque aux vidéos et on va essayer d'établir une régularité là-dedans. Et effectivement, c'est un peu ça le secret. Alors, si vous voulez me faire plaisir, allez sur ma chaîne YouTube et puis abonnez-vous. Et puis ça va encourager le schmilblick. Normalement, si j'ai fait 10 ans en audio, je devrais tenir bon en vidéo. On te le souhaite en tout cas. Ça fait le plus dur. Oui, déjà. C'est une étape en plus à franchir sans doute. Le lien est dans les notes de l'émission. En tout cas, si vous voulez aller vous abonner à la chaîne YouTube de Matt. Et puis, je le dis d'autant plus tranquillement que si vous êtes là à ce stade de l'épisode de Tech Café au sujet d'Apple, c'est que vous aimez bien ces sujets et vous retrouverez pas mal de sujets autour d'Apple sur la chaîne YouTube de Matt et dans le podcast aussi Apple différemment. Merci beaucoup Matt, merci beaucoup à vous qui avez écouté cet épisode et qui nous êtes fidèles semaine après semaine. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao. Bonsoir.